Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. C'est le 10e, et oui déjà, épisode de télésérie. Et bonjour Charlie. Bonjour les filles. Oui, d'accord, ça fait 10 émissions que ça dure, c'est les amis on appelle ça. Il part pas en vacances bientôt là? Si, bientôt, okay, donne-moi tiens, le sommaire. la mission du jour. Dépêche-toi, regardons, attention, c'est parti. Cette semaine, votre premier contact sera un avocat. Attention, c'est un as du barreau, Ted Hoffman. Maître Hoffman vous communiquera les éléments d'une affaire très délicate. Vous devrez ensuite contacter de toute urgence un groupe de médecins qui n'opèrent que la nuit. Direction les rues de San Francisco. Maldon et Douglas sont maintenant à la retraite. La police locale a engagé un certain Don Johnson. Un avocat, un médecin, un flic, attention, la couverture de l'agent suivant est peut-être homme à tout faire, à moins qu'il ne s'agisse d'un ancien blouson noir reconverti en producteur cool. Bonne chance. Hier, premier dossier aujourd'hui de ce 10e numéro de télésérie Bochco. Bochco rime avec renouveau. Bochco, Steven, c'est le créateur de Hill Street Blues, de La Loi de Los Angeles ou encore de New York Police Blues, un monsieur qui a littéralement révolutionné le monde des séries télé. Il a d'abord été scénariste pour différentes séries, dont Columbo, pour lequel il a obtenu un Emmy Award. Une des particularités des séries qu'il a créées par la suite, c'est qu'il n'y a jamais de héros unique, mais toujours un groupe de héros, comme des flics à Chicago ou des avocats à Los Angeles. Et puis, autre particularité, il développe ses histoires sur 2 ou 3 épisodes. Eh bien, pour la série dont on va parler tout de suite, c'est encore plus fort, puisque c'est l'histoire d'un procès suivi dans son intégralité pendant 23 épisodes. Bochco s'est dit, suite au succès médiatique de l'affaire Menendez ou de l'affaire O.J. Simpson, si on faisait la même chose dans une série télé. Pour découvrir les coulisses d'un procès et savoir le fonctionnement de la justice américaine, pour savoir enfin si le milliardaire Richard Cross a vraiment tué la jeune Jessica, suivez le guide, ça s'appelle Murder One. L'affaire Jessica. Voici Theodore Hoffman, maître Hoffman, un ténor du barreau, directeur d'un cabinet déterminé, direct et parfois dur. Comment voulez-vous que je trouve un juge à 5h moins le quart un vendredi après-midi? Ce n'est pas mon problème, maître. Mettez-lui les menottes. Attendez, vous voulez me faire croire que votre enquête a abouti en quelques secondes? Taisez-vous ou bien je vous arrête vous aussi, maître Hoffman. Vous avez fait une bourde avec la presse et là vous en faites une autre. Oh, c'est absurde. Tournez-vous, gardez le sourire en traversant le bar et allez vous remettre au travail avec Arnold. Ted Hoffman, c'est Daniel Benzali, membre de la Royal Shakespeare Company, un comédien vu dans New York Police Blues et X-Files. L'affaire Jessica est le procès le plus délicat qu'Hoffman ait connu de toute sa carrière. Tout commence par un meurtre. Un milliardaire, Richard Cross, est le premier suspect. Soyez très attentifs à ce qui va suivre. Dès ce soir, vous serez juré de cette affaire. Je vous serais très reconnaissant si vous acceptiez de me défendre, Teddy. Que faisiez-vous dans l'appartement en l'absence de votre maîtresse? Jessica m'a appelé, elle avait peur, elle m'a demandé de passer la voir. Elle était morte quand je suis arrivé. Où est-ce que j'en suis vis-à-vis de la police? Vous êtes un suspect. Ils ont le droit de m'arrêter ou pas? Bien sûr que oui. Aidez-moi. Si vous me manipulez, je vais avoir du mal à vous aider. Au fil des épisodes, le dossier contient de plus en plus de témoignages douteux, plus ou moins crédibles, scabreux, comme ceux de nombreuses maîtresses du suspect numéro 1. Bonjour, je m'appelle Beverly Nichols. Je voudrais parler à Maître Hoffman. Je n'ai pas pris rendez-vous. Je m'étonne que Richard se soit laissé inculper de meurtre dans le seul but de protéger votre réputation. Cela semble un peu irresponsable de sa part. Mon époux est parfois très violent avec moi, maître. Il me fait peur. J'ai toujours su que mon innocence serait démontrée et qu'on me relâcherait. Le style Bochco, déjà enthousiasmant dans ses précédentes séries, c'est ce côté réaliste pour dépeindre le monde de la justice, de la police et des médias. Vous n'êtes pas sérieux? J'ai pas tué cette fille. Neil Avdon, comédien, est le suspect numéro 2. Serait-il possible que vous l'ayez étranglé, que vous ne vous le rappeliez pas? Ce qui est impossible, c'est que j'ai pu oublier quelque chose que je n'ai pas fait. Il est inconcevable que j'ai pu commettre une chose pareille. Je n'ai tué personne. Steven Bochco, c'est aussi l'esprit de famille. Là, c'est vous qui m'insultez. C'est la dernière chose qui me viendrait à l'idée. Nous ferions mieux de partir avant que je ne vous cause une plus grande émotion. Myriam Grasso est en charge de l'accusation, c'est Barbara Bosson, actrice fétiche de Bochco et sa femme dans la vie.
Alors au tribunal, messieurs. Les Américains ont inventé un genre cinématographique à part entière, le procès. Le voici aujourd'hui transposé à la télé. Verdict ce soir. Nous sommes en direct de Los Angeles, où le célèbre milliardaire Richard Cross vient d'être inculpé. Les prostituées sur Sunset ont plus de scrupules que vous, les avocats. Nous traitons les personnes comme si elles étaient innocentes jusqu'à ce qu'elles soient jugées. Cela fait de nous des hommes bien meilleurs. Vous allez vous faire plein de fric avec celui-là, Hoffman. Je suis sûr qu'il est coupable. Et il a de quoi payer. S'il est coupable, il a de la chance que vous meniez l'enquête. Croyez-moi, j'ai honte pour vous. Vous n'êtes jamais dégoûté par le métier que vous faites. Ça m'arrive quelquefois. On sait que les accusés ne sont pas toujours innocents. On va tous se retrouver dans l'arène. Ça s'est bien passé? Oui, oui. Murder One, c'est ce soir dès 20h50 sur M6. Nous changeons quelque peu de profession avec Léon. Ah oui, Léon, souvenez-vous, qui a troqué ses études de médecine contre un job de standardiste pour une équipe de médecins de nuit. Talala. Cette série comporte 38 épisodes et date de 1978. Et Léon dans Médecins de nuit, c'était bien sûr Catherine Allegret, la fille de Simone Signoret. À ses côtés, on retrouvait Georges Belair, qui à l'époque aimait déjà beaucoup passer à la télévision. Du côté de la réalisation, entre autres, Peter Kassovitz, le papa de Mathieu. Et puis le monsieur qui a créé Médecins de nuit s'appelle Bernard Griden. En fait, c'était un pseudonyme, puisque derrière ce nom se cachait Bernard Kouchner. Et parmi les guest stars, on a pu découvrir Anémone, Richard Boringer ou encore Gérard Lanvin. Alors en route pour ce Paris nocturne où les âmes errent sans but précis à la recherche de tentations maléfiques. Je crois que c'est l'heure de la piqûre. Attention, la brigade de médecins de nuit déboule, toute sirène hurlante sur les petits écrans français. Nous sommes en septembre 78. Cette série, écrite entre autres par Bernard Kouchner, propose aux téléspectateurs un rendez-vous noctambule dans Paris avec une équipe de tout bip de choc. Dis-le, comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme toutes les nuits. Un drame humain, un appel, une souffrance. Et comme chaque soir, le standard de Léon est là pour écouter et surtout pour diriger. Médecin de nuit, j'écoute. En ce qui concerne le SAMU, on a fait appel à eux aussi, mais ils sont submergés, la proximité de l'autoroute. Et puis, de toute façon, nous ne tenons pas à employer pour le moment des moyens aussi voyants. Votre équipe, pour laquelle nous avons la plus grande estime, nous semble parfaitement adaptée à ce genre d'urgence. Adapté, tu penses? Les médecins sont formés sur le terrain et confrontés aux situations et aux drames les plus quotidiens. Bagarre dans un bistrot en banlieue, ça peut faire mal, surtout quand les loupards s'appellent Anconina, Lanvin ou Donadio. Et parfois, c'est encore plus dur. Dis donc, j'ai une visite pour toi. 10 rue Léon, dans un foyer de toxico. Ça va mieux? Monsieur Laurent, calmez-vous. On ne peut pas rester ici longtemps. C'est pour ma femme. Elle n'est pas prévenue, elle sait pas où je suis. La nuit, les gens sont désemparés et fragiles. La mission de santé publique est souvent doublée d'un rôle d'assistance sociale. Non, je te signale seulement que tu risques d'avoir un appel à la brigade des mœurs ou la brigade mondaine. Hein? Ouais, au choix. Si les nuits sont longues, l'amitié du groupe soude l'équipe et aide chacun à supporter le poids d'un boulot éprouvant pour le moral. Ah, qu'elle était vaillante, l'équipe de médecins de nuit, en ce temps béni où la Sécu avait encore de l'argent. Médecins de nuit à la rentrée sur Série Club. Médecins de nuit, une série qui a beaucoup marqué le public. Mais pas autant que la clinique de la Forêt Noire. 25 millions de téléspectateurs allemands chaque semaine devant leur poste, 65% de part de marché de moyenne. Souvenez-vous, le professeur Klaus Brinkmann, directeur de la clinique d'Offingen, interprété par le très célèbre Klaus-Jürgen Busso. Deuxième piqûre. Remarque, c'est vrai qu'il y a une vague hospitalière. Les séries mettant en scène des médecins fonctionnent particulièrement bien aux États-Unis, comme ER, Chicago Hope ou encore University Hospital. Alors justement, David Friesman a enquêté chez ton médecin, qui a beaucoup de boulot, pour savoir ce qu'il en pense. Bah oui, tiens, qu'est-ce qu'il en pense? Si vous êtes malade de série, vous le savez, les producteurs aiment bien nous plonger dans le milieu médical. Et si le principe est très bon, c'est la méthode qui change. Les Allemands avaient choisi de nous montrer une clinique où l'ambiance très ouatée pouvait laisser place à un univers de convoitise et d'ambition, ce qui était plutôt bien vu. C'est absolument le cas. C'est peut-être un peu plus larvé que ce qu'on voit dans la série. Forcément, il y a, comme dans tout milieu professionnel d'ailleurs, parfois une très vive concurrence interne. Mais ce que le public préfère, c'est l'envers d'un décor qui le fascine. Probablement, c'est-à-dire que le public ne voit l'hôpital qu'en tant qu'usager de l'hôpital.
Il y a encore cet aspect un peu mythique, un petit peu étonnant, un petit peu même qui fait peur, donc inconnu. Un créneau hospitalier très en vogue aujourd'hui aux États-Unis où les séries ER et Chicago Hope font actuellement un tabac. Mais puisque nous sommes là-bas... Colorado Springs cherche un médecin et il se trouve que j'en suis un. Mais vous ne comprenez pas. Personne n'a jamais vu une femme médecin ici. Il faut toujours une première fois. Même si on change d'époque avec le Dr Quinn, médecin de charme, on rencontre des problèmes qui sont pourtant toujours d'actualité, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ce que m'évoque la série, j'avais comme chef de clinique, une femme. Et à chaque fois que je rentrais pour faire la visite le matin dans la chambre des patients, on s'adressait à moi comme on s'adressait au patron. L'avantage de la série, c'est qu'elle montre bien ce qu'était la médecine de l'époque. C'était une médecine qui était une médecine surtout de proximité. Donc la relation médecin-patient, à ce moment-là, était très forte. Oui, mon bébé. Vous êtes tous les deux sains et saufs. Le docteur vous a sauvé la vie. J'y vais, salut. En France, la R5 qui faisait pimpon n'était pas très spectaculaire, mais en revanche, très proche du quotidien du docteur. À cet égard, la série Médecin de nuit est tout à fait exemplaire. Hein, on vit des situations, surtout sur le plan de la situation psychologique, très particulières et très étonnantes. Hein. Jean-Paul Mignot. Qu'est-ce qui se passe? Mon copain Gustave, il a avalé un noyau de pêche, il étouffe. Mais retour au spectacle avec University Hospital, une série que vous verrez bientôt sur M6 et où les élèves infirmières sont, c'est vrai, plutôt jolies. Ça fera peut-être sourire les professionnels. Ça me fait rire parce qu'effectivement, elle doit être surtout humaine. C'est bon pour le moral des malades. Ceci dit, c'est pas un critère d'infirmière d'être belle. Regarde, le voilà. Et oui, comme ces jolies filles côtoient de jolis Je docteurs. me demande comment il s'appelle. Docteur Jack Gavin. Il est célibataire? Extrêmement. Si vous voulez éviter les ennuis, ne vous approchez pas de lui. Ça aussi, c'est plutôt cliché, non? Alors ça, c'est un vieux mythe aussi. L'infirmière amoureuse du médecin ou l'inverse. Cela dit, c'est vrai que de temps en temps, il y a des infirmières qui sont sympathiques, mignonnes, avenantes, même parfois entreprenantes. Hein. Bon, pour mettre tout le monde d'accord, sachez tout de même que cette série, même si elle dramatise un peu la situation, s'inspire du réel. Ce qui fait le succès des séries médicales. C'est caricatural, mais c'est pas si faux que ça. Bref, les filles, faites comme vos aînés, ça va marcher. Événement dans télésérie. On vous en a déjà beaucoup parlé. Don Johnson est le héros d'une nouvelle série qui passe depuis quelques semaines tous les vendredis soirs aux États-Unis sur la chaîne CBS. À 22h, ça s'appelle Nash Bridges et le blondinet Don Johnson y interprète le rôle d'un flic. C'est original, qui cette fois-ci officie dans les rues de San Francisco et non pas Miami. Rencontre avec le comédien qui a pris de la bouteille, un reportage de Xavier Pouvreau. Nouveau départ à la télé pour Don Johnson. Après une petite excursion au cinéma avec des réalisateurs comme Dennis Hopper ou John Frankenheimer, retour à la case série avec le personnage de Nash Bridges. Après 2 flics à Miami, aura-t-on droit à un flic à San Francisco? On peut en effet faire une telle comparaison. Miami Vice a eu un impact très important. Mais il est clair que les 2 séries n'ont rien à voir ensemble. Les personnages sont très différents également. Nash Bridges est un officier de la police de San Francisco. C'est plus une série sur les gens, les relations humaines. C'est plus une série sur le sens de l'humour de ce personnage. Son approche de la vie, sa maturité également. À travers ce personnage, Don Johnson aborde donc le rôle d'un flic proche de la cinquantaine à l'allure sobre et décontractée. Je pense que beaucoup de gens de la génération du baby-boom peuvent se reconnaître dans ce personnage. C'est la conception même de la série, d'extraire, de mettre en valeur les problèmes et les questions qui surviennent dans notre propre vie. Mais Don Johnson n'est pas le seul à endosser le costume de flic, puisque le personnage de Nash Bridges est associé à Joey Dominguez, un motard de la même brigade. Gageons que ces 2 flics de San Francisco auront le même succès que leurs collègues de Miami. Nash Bridges sur France 2 l'année prochaine. Maintenant, je vais vous entretenir d'une relation de travail qui devient une formidable amitié avant de devenir une histoire d'amour.
Rien à voir avec mes relations avec mon cher collègue et ami, je vais vous parler d'une série, Madame est servie. 198 épisodes pour cette série de 1984 qui a cartonné pendant 8 ans sur la chaîne ABC. Au départ, notre héros, Tony Michelli, a plutôt la poisse. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je file le parfait amour avec ma femme. Elle meurt. Je veux devenir un footballeur professionnel. Une grave blessure m'en empêche. Heureusement, j'ai ma fille, Samantha. Un petit amour. Du coup, le courage en prime. Je me barre de Brooklyn, destination le Connecticut. Je tombe sur Angela. Angela, super nana. Situation en or, maison comme ça, un petit garçon, un petit amour. Le seul hic dans l'histoire, la mère, Mona. Mona, c'est Catherine Elmon, qui a été archi-liftée par Terry Gilliam dans le film Brasil et qui a réalisé 3 épisodes de Madame est servie. Et puis Angela, c'est Judith Light, qui a fait ses premiers pas comme comédienne, comme guest star dans des séries comme Kojak ou Remington Steele. Et puis alors, Tony Danza, c'est un peu comme moi. Ancien boxeur professionnel. Je sais, c'est pas forcément évident comme ça au premier coup d'œil. Il adore la cuisine, comme moi. La seule différence, c'est qu'il, lui, il vient vraiment de Brooklyn. Alors si vous le voulez bien, tout de suite, destination le Connecticut pour enfin savoir qui est le patron. Voici l'une des familles les plus célèbres du petit écran, la famille Bauer-Michelli. Pendant plus de 3 ans, Who is the Boss, Madame est servie, est restée classée parmi les 10 séries les plus regardées aux États-Unis. La série doit peut-être son succès à ces 3 générations de femmes, aussi attachantes les unes que les autres. Pour Judith Light et Catherine Elmond, c'est plutôt un bon souvenir. Mona est très excessive. Elle fonce, elle dit ce qu'elle a à dire et ça lui cause quelques soucis. Parce que cette approche de la vie et ses obsessions multiples sèment la zizanie autour d'elle. Oh, c'est toi. C'est exactement ce que j'ai dit quand tu es venue au monde. J'ai joué le personnage d'Angela de façon très naturelle. Plus le temps passe et plus Angela et moi avons de points communs. C'est vraiment un mélange des 2 personnalités. Quant au premier rôle masculin, il est incarné par le beau Tony, à la fois père, ami, confident et bon à tout faire. Bref, un homme comme on aimerait en avoir plus souvent à la maison. Avoir un homme qui vit sous votre toit, qui prend soin de tout pour votre confort, tout en étant une personne admirable et qui vous pousse, enfin le personnage d'Angela, à devenir un être meilleur, c'est une sorte de fantasme. Je voulais simplement vous dire que je ne voulais pas vous perdre. Ah, tant mieux parce que je ne voudrais pas qu'on me perde. Si les Français apprécient tellement Madame est servie, c'est parce que c'est vraiment comme une farce de Feydeau ou du Molière. Et c'est quelque chose que les Français comprennent et apprécient. Comme dans toutes les sitcoms américaines, les comédiens se retrouvaient face au public, premier juge de la qualité de l'épisode. Madame est servie est un souvenir extraordinaire pour moi. Le show a duré 8 ans. Vous savez, quand on est chaque jour avec une équipe, un groupe d'acteurs, vous passez plus de temps avec eux qu'avec votre propre famille. Je n'ai pas d'enfants moi-même et j'ai vu grandir ceux de la série. C'est une expérience magnifique. Je me souviens d'un épisode flashback lorsque Samantha se marie. C'est incroyable, tout le monde pleurait. C'était émouvant parce qu'on s'est aperçu qu'elle avait grandi avec nous. De petite, elle était devenue en âge de se marier et nous avions été témoins de cette transformation. Le show était très agréable. Nous nous sommes amusés à le faire. Ça s'en ressent et les gens le perçoivent. Ils s'amusent eux aussi en le regardant. Alyssa a pourtant quitté la série un an avant la fin. L'image trop sage de Samantha lui collait à la peau. Elle vient de tourner le film Fear de James Foley, film qui fait déjà des remous outre-Atlantique. Nous venons d'assister au déboire d'une des plus célèbres familles de sitcoms. Mais si l'on décortique un petit peu plus ce genre de série, on retrouve toujours... Le père, la mère, les enfants, parfois même le chien. Mais on vient de retrouver la star la moins bien payée et pourtant présente dans chaque épisode de chaque sitcom. Regardez. Le
héros en question, le voici, c'est le canapé galbé ou droit convertible au clic-clac, frangé sur les côtés avec ou sans polochon, en croûte de cuir, en tissu fleuri, en velours, 2 places, 3 places, canapé d'angle. C'est le héros récurrent type de bon nombre de séries. Quelle ambiance ce soir. Ah, il envoie passer des popotins en tout genre, notre sofa adoré. Sur un canapé, par exemple, on peut faire des gros câlins. Viens t'asseoir, mon chéri. Darlene est de sortie ce soir. Dani couche chez maman. Il n'y a rien à la télé. Viens près de moi. Madame Conner, vous êtes ma patronne. Nos relations devraient rester professionnelles uniquement. Oh, j'y peux rien. Tu m'as séduite, grand fou. Oh, la façon dont tu me fais le café, la façon dont tu roules les épaules. Oh, je sais pourquoi tu portes ces salopettes à bretelles. Je commence à croire que vous m'avez pas embauché pour ma sténo. Où est-ce que tu me plais, toi? Ils sont mignons, ces deux-là. D'autres transforment complètement leur salon pour organiser un véritable bœuf. Bonne ambiance. Autre génération, autre musique. Qui vous parle, numéro 23, première prise. Et voilà, jeunesse décadente, ils ne respectent rien, alors vous pensez les meubles? Drôle de façon pour faire un milkshake. Assieds-toi ici, mon vieux. Ça fait une éternité que t'es pas sorti avec une fille. Laisse-moi te donner un conseil. Merci beaucoup, Jonathan. Vas-y, parle. J'ai un truc infaillible pour les enlacer discrètement. Regarde. Tu regardes? Oh, tu bailles. Tu t'étires. Elle doit jouer. Et surtout, tu prends un air dégagé. C'est drôlement romantique. Conclusion, les gars, faites gaffe, monsieur le canapé va finir par vous voler la vedette. Allô? Est-ce que mon canapé va bien? Tout de suite, les news. Cet été en Californie, les Américains seront servis, enfin surtout les fans d'X-Files aux frontières du réel, puisqu'une petite radio a décidé de diffuser en continuité des extraits de la série et les bandes originales signées Mark Snow. La saison prochaine, les États-Unis verront apparaître 40 nouvelles séries, dont une vague de séries avec des célébrités. Bien sûr, il y aura déjà le show Cosby, dont on vous a déjà parlé, créé par Bill Cosby. Puis Michael J. Fox sera le héros. Michael J. Fox, qu'on a découvert dans Retour vers le futur. Il sera le héros d'une nouvelle série qui s'appelle Spin City sur la chaîne ABC. Et puis Brooke Shields sera l'héroïne de Suddenly Susan sur NBC. Et puis le phénomène continue, puisque Tony Danza, le héros de Madame est servie, dont on parlait tout à l'heure, vient de signer un gros contrat avec la NBC pour une nouvelle comédie, un très gros contrat de quelques millions de dollars puisque la chaîne lui a commandé 2 autres shows. Encore une série qui devient un long métrage, Bordello of Blood, est la deuxième adaptation des Contes de la Crypte. La première est toujours inédite en France. Je voulais te présenter avant l'actualité vidéo le tout nouveau numéro de Max avec en couverture la charmante Dana Scully, autrement dit, tu sais, Gillian Anderson, l'héroïne de X-Files aux frontières du réel. Je vous conseille vivement ce numéro de Max parce qu'il y a de très jolies photos. Créé par Pierre Loret, d'après un conte de Guylaine, Aglaé et Sidonie fait partie de notre mémoire collective depuis février 1969. Plus de 25 ans après, Aglaé et Sidonie sort en vidéo. Aglaé et Sidonie, souvenez-vous, à tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie. Attention, nous tournons à droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aïe! À droite. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, de la grâce, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Me voilà, mais c'est bien mieux, c'est beaucoup mieux. Mesdemoiselles, vous faites des progrès sensationnels. Et pour vous récompenser, je vais vous offrir un petit voyage. Un voyage? Tant mieux! Un voyage? Où irons-nous? Mais dans ma superbe maison, nous danserons toute la journée. Ce sera très gentil. On fait de danse. C'est la marmite qui vous attend. Je n'aime pas suivre les inconnus. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce danseur a un museau de renard. C'est ce méchant croque-tout.
Je le reconnais malgré son déguisement. Je vois quand je danse, le monde a l'enfer. Au bout de la danse, je roule par terre. Aglaé et Sidonie, c'est chez Polygram Vidéo. Karine, petite devinette, si je te dis The Fonz, si je te fais yeah, si je te susurre à l'oreille cool, tu penses à qui? Je pense à Fonzie, le héros de Happy Days, alias Henry Winkler avec sa banane et son look cuir chaîne moto. Et tu sais quelle est sa série préférée? Regarde. Morning. Besides Happy Days. À part Happy Days? D'accord. New York Police Blues. Police! Put your hands on the bar and don't move. Do it now. Whoa, 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 whoa. It's all right. It's all right. I'm on the job. It's taken care of. Hands on the bar right now. You're on what job? Just check my ID, all right? Let me show you my shield. Yeah, take it out slow. You. What's going on? You speak English? All right? Let me see it. Let me see it. What is this crap? I just showed you the damn shield, man. I tell you I'm on the job. Why have you still got your gun pointed at me, huh? Oh, I got it. I'm black, so you can't believe a word I say. Okay, and what's the story? Et vous savez pourquoi j'aime cette série? Parce que c'est une histoire tellement envoûtante. J'aime tous les personnages. Il y a Jimmy Smith et l'homme qui joue Sipowicz aussi. I'm feeling kind of bad now because I thought Mr. White might be lying. Well, maybe being in a strange police station, he just can't remember right. Maybe needs more familiar surroundings. Could that be Mr. White? Try taking him over to his house and talking it out with his wife in the room and see if maybe that might jog his memory. Wait. No. I think we should do that. All right. Good-looking black girl, 5'2". Where'd you pick her up? 13th and 2nd Avenue. Vous aimeriez jouer un flic dans une série? Ah oui, je suis un très bon acteur. Winkler, plaquez-vous contre le mur. Bien sûr. New York Police Blues, une excellente série diffusée sur la chaîne Canal Jimmy. Et Henry Winkler sera, lui, le président du Festif, le premier festival de la télévision et des séries. On y sera. Ce sera à Nice à partir du 29 juin. On vous en reparlera plus précisément la semaine prochaine. L'adresse de la semaine, c'est une boutique spécialisée dans les musiques de films et qui donc possède pas mal de disques sur les séries. Ça s'appelle Ciné-Musique et l'adresse, c'est 50 rue de l'Arbre Sec, 75 001, Paris. Et puis on a encore quelques secondes pour vous donner notre adresse. C'est bien sûr télésérie, enfin je crois, c'est CEDEX 2481 99 248 Paris Concours. Écrivez-nous, n'hésitez surtout pas, on vous répond, c'est un peu long, on sait, mais bon, il y a beaucoup de courriers. En attendant samedi prochain, passez une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir. Salut!